Pour comprendre la recherche concernant l'analyse de cycle de vie appliquée au génie civil, on peut commencer par se poser la question que tout le monde peut se poser, qu'est-ce qu'un éco-bâtiment, ou est-ce qu'il y a une manière de construire des bâtiments qui respectent l'environnement? Scientifiquement, cette question n'a pas un sens rigoureux et on est obligé de la reformuler pour pouvoir développer des recherches. On doit la reformuler pour deux raisons. La première raison, c'est que d'abord l'environnement en tant que tel, comme une entité, une seule, n'a pas de sens. En analyse de cycle de vie, on parle au moins de trois choses, de trois aspects qui concernent l'environnement et qu'on doit protéger. On doit d'abord protéger les ressources naturelles qui sont peu ou pas renouvelables. On doit également protéger la santé humaine et enfin, on doit aussi protéger les écosystèmes. Ça veut dire que déjà, quand on parle d'environnement, on parle au moins d'une de ces trois choses, ou des trois. Et c'est même un petit peu plus compliqué, puisqu'en réalité, ce qui cause les effets sur l'environnement, ce sont les consommations de matière, d'énergie, d'espace et les rejets aussi qu'on émet dans l'environnement, dans l'eau, dans les sols, dans l'air. Et ce sont ces causes-là qui, à travers divers mécanismes, qui ne sont pas forcément simples comme ça à détailler, vont avoir un effet soit sur les ressources, soit sur la santé, soit sur les écosystèmes. Donc pour cette raison, d'abord, on ne parle pas d'éco-bâtiment ou d'être bon ou pas pour l'environnement. On va préciser sur quel aspect de l'environnement on veut travailler et on va regarder le plus possible tous les aspects en étant exhaustif. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on parle d'un bâtiment, il faut bien préciser de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la fabrication des composants, des matériaux, de la construction du bâtiment lui-même, de son utilisation, éventuellement de sa déconstruction et de ce que deviennent les matériaux une fois le bâtiment déconstruit? Ça veut dire que quand on parle de bâtiment, en fait, il faut prendre en compte tous ces aspects lorsqu'on veut être rigoureux et on parle donc de cycle de vie du bâtiment. On en arrive donc à reformuler la question qui doit s'exprimer de façon plus rigoureuse et donc qui consiste à dire comment on va quantifier tous les impacts environnementaux sur tout le cycle de vie du bâtiment. Et si on veut même être un peu plus précis, ce qui va nous intéresser, c'est comment on peut concevoir le bâtiment pour éviter, diminuer ces impacts sur l'environnement et on va chercher à quantifier de combien on peut les diminuer ou éventuellement les éviter. Par exemple, si on parle de panneaux photovoltaïques, effectivement, ce sont des équipements qui permettent au bâtiment de produire de l'énergie et donc de ne pas en consommer pendant la phase d'usage. Mais par contre, lorsqu'on va avoir une approche cycle de vie, on va devoir prendre en compte les impacts sur l'environnement qui auront été générés pendant la fabrication de ces panneaux et ceux qui seront générés lorsque le panneau arrivera en fin de vie. Donc une fois qu'on a reformulé cette question, c'est bien le comment et le combien qui sont importants pour nous. Il faut pouvoir définir ce comment et ce combien, on va avoir recours à la modélisation. Et on va avoir deux types de modèles. Un premier type qui est ce qu'on peut appeler un modèle décisionnel et un second type qui sont des modèles plus classiques de type physique, chimie, mécanique. Un modèle décisionnel, c'est quoi? C'est un modèle qui va représenter les choix d'un acteur du cycle de vie du bâtiment, les choix qu'il va pouvoir faire dans l'exercice de sa fonction à l'intérieur du cycle de vie. Donc un exemple typique, c'est le constructeur qui va choisir les matériaux de l'enveloppe thermique du bâtiment. Et on voit bien que ce choix-là va avoir une influence sur la consommation énergétique du bâtiment et donc aussi sur ses impacts sur l'environnement. Donc on va avoir des modèles qui vont permettre de relier les choix à leurs conséquences. Un autre type de choix qui concerne un autre acteur, ce serait le choix du mode de chauffage de ce bâtiment, si on a recours par exemple à un chauffage électrique ou bien un chauffage au gaz naturel. Un modèle physico-chimique classique, ce serait le lien entre des émissions de dioxyde de carbone dans l'air et la quantité d'énergie consommée par un moteur. C'est typiquement le type de modèle qu'on utilise. On peut avoir d'autres modèles, notamment en analyse de cycle de vie. On a des modèles qui relient la cause de l'impact, qu'on va appeler le flux, qui est donc par exemple la quantité de dioxyde de carbone émise dans l'air, avec son impact sur le changement climatique. Une fois qu'on a ces deux types de modèles, on va les assembler
et on va obtenir ce qu'on appelle un métamodèle. Et une fois que ce métamodèle est construit, on va être capable d'en étudier les propriétés. Et pour ça, on va avoir recours à des méthodes statistiques. On va pouvoir faire varier toutes les valeurs de choix. On va aussi pouvoir faire varier certains paramètres de modèle qui sont variables dans la nature, par exemple la température ambiante, les précipitations, etc. Et on va pouvoir, en faisant varier l'ensemble de ces choix et de ces paramètres, déterminer lesquels sont les plus influents sur la performance environnementale. Donc pour chaque type d'impact sur l'environnement, on va être capable de déterminer des leviers d'action qui sont propres à chacun des acteurs. Donc un exemple récent, puisqu'il y a une thèse qui a été soutenue fin 2014, qui étudiait le cycle de vie d'un matériau isolant biosourcé pour le bâtiment. On a pu déterminer que l'acteur agricole, par exemple sur ses pratiques agricoles, était la source principale des leviers d'action concernant la santé, l'écotoxicité et la toxicité. Par contre, pour le même produit, on s'aperçoit que c'est l'acteur industriel de la transformation du produit biosourcé qui va avoir un levier d'action important sur le changement climatique. Donc on voit qu'on fabrique des machines assez complexes, des modèles assez complexes pour l'instant. Évidemment, ce qu'on espère à plus long terme, c'est pouvoir un peu systématiser ces approches pour que l'environnement puisse être intégré dans l'ensemble des processus décisionnels qui sont progressifs entre le moment où on va avoir un projet de bâtiment et le moment où on l'aura construit et où on aura sans doute anticipé sa fin de vie.